Dans les années 70, un important mouvement social, politique et culturel a traversé l'ensemble de la société belge, mais aussi d'autres pays dans le monde. Ce mouvement, d'emblée contestataire, apportait une critique au fonctionnement de l'ensemble des institutions, dénonçant une société inégalitaire et inéquitable dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture, du logement ou de la justice. En Belgique et en Europe, ce mouvement a vu la création des maisons médicales, des centres de planning familial, des centres de santé mentale, entre autres. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. En 2021 et 2022, la Fédération des maisons médicales a fête ses 40 ans. Bien du chemin a été parcouru, mais avec toujours, et selon ses termes, une préoccupation centrale, défendre un modèle de santé basé sur les besoins primaires et la première ligne de soins en prenant en charge des patients de façon continue, intégrée, globale, accessible et solidaire. Une mission encore plus essentielle, évidemment, avec la pandémie que nous avons connue. Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui autour de nos micros Fabienne Saint-Amand. Bonsoir Fabienne. Bonsoir. Vous êtes chargée de projet de développement aux maisons médicales, à la Fédération des maisons médicales. Nous avons également Fanny Dubois. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale des maisons médicales, de la Fédération des maisons médicales. Et Pierre Drilsma. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste au centre de la maison médicale de Gemep et aussi membre du bureau stratégique de la Fédération des maisons médicales. Honoraire, voilà. On va d'abord replanter le décor avec vous, Fanny, Pierre également, sur l'historique des maisons médicales. Quand ont-elles été créées et pourquoi ? Alors, les maisons médicales, je pense que pour relater l'histoire des maisons médicales, il faut revenir dans la conflictualité de l'époque, dans les années 64, où un ministre socialiste, Edmond Le Burton, a bousculé clairement les coutumes médicales très très libérales à l'époque, en proposant de réguler les prix des consultations remboursées par la sécurité sociale. Et en fait, à l'époque, les médecins, donc très influencés par une culture libérale, mais au sens économique du terme, qui voulaient fixer eux-mêmes les prix de leurs honoraires médicaux, se sont coalisés à l'époque pour refuser cette proposition avec force. Or, c'était quand même l'argent qui venait de la sécurité sociale, donc de la poche des citoyens. Donc, il y avait une certaine logique à ce que le ministre de l'époque veuille réguler les prix pour rendre la santé la plus accessible possible pour tout le monde, mais aussi pour s'assurer que la sécurité sociale ne parte pas en faillite. Donc, en fait, il y a une grande grève qui a été organisée. Mes parents ont connu cette grève des médecins dans les années 64, qui a duré plus de 3 semaines. Des médecins qui ont carrément quitté le pays. Il y a eu des morts. En tout cas, ça a mis en danger des vies humaines pour qu'on ne touche pas à cette liberté économique. Et donc, c'est sûr que cette grève a été le point d'orgue d'un mouvement social et culturel puissant qui place la liberté économique du médecin au centre de ses revendications. Et l'objectif, non avoué à l'époque, mais aujourd'hui c'est très clair, c'était d'augmenter les honoraires des médecins et surtout leur pouvoir aussi dans le système de santé. Et en fait, les maisons médicales, c'est l'exact opposé de cela. À l'époque, déjà, quelques médecins, quelques soignants refusaient de participer à ce mouvement de grève libérale et technocrate. Et ces médecins, ces soignants se sont organisés, ont construit une vision de la santé différente, non pas en la propageant depuis leur tour d'ivoire, mais vraiment en développant par des principes d'éducation populaire sur le terrain un projet opérationnel très concret que sont aujourd'hui les maisons médicales et qui défendent, effectivement, on va en revenir, une santé plus globale, plus intégrée, continue et accessible pour tout le monde. Pierre Drilsma, vous avez vécu cette grande grève de 64 dont vient de parler Fanny Dubois ? Je sais que je suis très vieux, mais en 64, j'avais 12 ans. Non, voilà. Même pas encore dans l'idée d'être un jour médecin. Je dois vous avouer qu'à l'époque, j'étais déjà scandalisé, comme enfant de 12 ans, par cette grève. Donc, on avait un médecin de famille, évidemment, qui distribuait toute une série de tracts. Et je ne comprenais pas du tout cette grève entre guillemets, de riches. Voilà, ça, je me souviens de ma perception d'enfant de 12 ans de l'époque. Vous, quand vous avez commencé votre profession de médecin, est-ce que d'emblée vous avez désiré rejoindre ? Est-ce que vous vous êtes engagé vers les maisons médicales ? Pas forcément. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, sur le terrain, et quel chemin a-t-on parcouru avec ces maisons médicales ? Alors, on a quand même parcouru beaucoup de chemins. Je prends un exemple souvent sur Liège. Il existait, quand j'ai démarré en 81 à la maison médicale Bautista van Schoen, il existait encore 3 maisons médicales.
Et maintenant, il y en a plus de 30. Donc on peut dire qu'on a quand même fait du bon boulot. Et évidemment, je tire mon chapeau entre autres à Marco Dujardin qui nous a quittés à cause du Covid et qui a été une des chevilles ouvrières du forfait qui nous a énormément servi pour multiplier les centres de santé. Est-ce qu'on les retrouve plus dans les milieux urbains ou aussi dans les campagnes ? Est-ce que c'est facile de créer une maison médicale, entre guillemets ? Comment ça se passe ? Plus facile maintenant qu'à l'époque. À l'époque, il y avait une hostilité très importante. Pas tout de suite après, mais assez vite, l'hostilité est venue. Et puis, il fallait tout installer tout seul. En général, le médecin s'installait dans son logement. Et je dirais même qu'il investissait dans son cabinet et qu'à la fin de sa carrière, il récupérait sa mise. Nous, il a fallu investir, on ne récupère rien quand on part. Donc, on fait suite à un autre médecin ou... Ben oui. Oui, donc il y a un changement très 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 important. Et maintenant, il y a quand même de l'aide publique qui existe, qui est peut-être encore insuffisante, mais en tout cas, les régions prennent en charge une série de frais. Définissons aujourd'hui ce qu'est une maison médicale, Fanny. Alors, une maison médicale, donc c'est un centre de santé intégré, donc qui pratique un principe de prise en charge des patients et des patientes global, continu, intégré et accessible. Global. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est, l'OMS le dit aussi, 80% de notre santé en fait est déterminée par des déterminants non médicaux. Donc c'est l'alimentation, le logement, le revenu, les conditions de travail, l'air qu'on respire, etc. Et en fait, on se rend compte, quand on analyse une politique de santé de façon plus générale, que l'ensemble des politiques publiques influencent notre santé. Donc ça, c'est vraiment le principe, c'est qu'on essaye en maison médicale de gérer la santé plutôt que les maladies. Le système actuel, il gère plutôt les maladies. Donc on est clairement dans un référentiel curatif, là où en maison médicale, on va défendre un référentiel beaucoup plus préventif. D'accord. La question de la continuité, c'est vraiment le fait qu'on considère qu'une prise en charge plus qualitative est assurée si les professionnels connaissent le patient, si les professionnels sont intégrés dans le territoire, dans le quartier des patients. Comme le faisait le médecin de famille. Absolument. Jadis. Voilà, sauf que là, il y a vraiment cette idée de multidisciplinarité aussi. Donc, il n'y a pas qu'un médecin. Voilà. Là où, à l'époque, dans le cabinet médical, on ne trouvait que le médecin, en effet. Voilà, on considère que, notamment pour ce principe de prise en charge globale, si vous avez un travailleur social, un psychologue, une infirmière, un kiné, voilà, etc., qui travaillent de façon multidisciplinaire autour du patient, eh bien, la qualité de la prise en charge est vraiment plus assurée. L'aspect intégration, c'est aussi le fait, tu l'as rappelé, que la première ligne de soins est importante. Nous, on considère effectivement que si le médecin généraliste et tous ces professionnels paramédicaux jouent vraiment un rôle de chef d'orchestre dans la prise en charge globale, dans la trajectoire du patient et préventive, et du coup, le système de santé devrait s'organiser depuis la première ligne de soins et ensuite on travaille en continuité avec la seconde ligne de soins, mais pas l'inverse comme ce qu'on voit trop aujourd'hui. À savoir, aujourd'hui, il y a même des citoyens qui n'ont pas de lien avec un médecin généraliste et qui, donc, dès qu'ils tombent malades, vont directement vers les urgences hospitalières. C'est ça que vous appelez la deuxième ligne de soins ? Oui, la deuxième ligne de soins, c'est effectivement tout ce qui est médecine spécialisée, les soins hospitaliers, etc., qui représentent un coût important pour la sécurité sociale. Et en fait, nous, on dit, c'est dommage, c'est pas efficient, parce que non seulement les citoyens, du coup, tombent plus vite malades plutôt que travailler dans la prévention de leur santé, mais en plus pour la sécurité sociale, donc pour nos impôts, pour nos cotisations sociales, c'est cher en fait de financer une deuxième ligne de soins. C'est beaucoup plus cher que s'il y avait, je sais pas moi, une maison médicale par quartier. Ça, c'est un peu notre utopie. Est-ce que c'est évidemment, bon, il y a eu des réticences économiques, Pierre Drijlsma, mais est-ce que c'est pas positif également pour le médecin de famille qui n'est plus seul, qui a toute une équipe autour de lui et vers laquelle il peut se retourner, surtout dans ces temps de pandémie où ils ont eu fort à faire, évidemment. Oui, je pense que c'est très positif pour le médecin. Il y a deux sujets qu'il faut régler. Il y a la question du revenu, qui n'est pas encore complètement réglé, même si avec l'IFIC, on a fait beaucoup de progrès. Donc là, il y a des barèmes actuellement pour les généralistes que nous avons négociés à la fédération et avec les syndicats. Donc je pense que ça, c'est un point très important parce qu'avant, certains médecins étaient particulièrement sous-payés. Je peux en témoigner. Et
Ça, c'est un aspect. Il y a l'autre aspect qui est l'aspect de démocratie. Vous savez que ce sont des structures autogestionnaires. Et donc, c'est la démocratie dans nos institutions, ce qui est magnifique. Mais parfois, c'est une démocratie abusive. C'est-à-dire qu'on parle trop et on n'agit pas assez. Et je pense que là, il faut aussi que les maisons médicales se réforment et simplifient leur mode de gestion, délèguent plus, et de cette façon rendre cela plus attractif pour les jeunes médecins. Moi, je sors d'un séminaire en 15, où à 3 vieux médecins, nous recevons une quinzaine de jeunes et on discute de ces questions-là. Et ce qui les retient parfois d'entrer dans nos structures, c'est la papote. Voilà, on agit moins vite. Avant justement de parler d'action avec Fabienne et sur les projets des maisons médicales pour l'avenir, Fanny Dubois, la fédération, c'est quoi? Ça regroupe combien de maisons médicales? Et est-ce qu'il y en a beaucoup? On dit aussi qu'il y a une pénurie de médecins généralistes, par exemple, dans beaucoup de lieux. Les maisons médicales pourraient aider en tout cas à offrir des services de soins de première ligne un peu partout et plus qu'avant. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, la fédération regroupe 130 maisons médicales, mais le paysage est encore plus important parce qu'il y a des structures qui ne se fédèrent pas et d'autres structures qui sont dans d'autres fédérations beaucoup plus petites. Donc on est la fédération effectivement historique et oui, je pense que notre modèle devrait pouvoir répondre aux enjeux de santé actuels. Le problème, c'est des questions de pénurie de médecins généralistes, etc. et donc qui nous dépassent par rapport aux maisons médicales. Les questions d'augmentation des inégalités sociales, donc des patients de plus en plus pauvres et qui nécessitent de plus en plus de soins et tout ça. Donc tous ces facteurs plus macro extérieurs à notre secteur, c'est sûr qu'on les subit et ça freine notre capacité à vraiment répondre à l'ensemble des besoins de santé publique. Aujourd'hui, pour reprendre un chiffre, il y a une maison médicale en moyenne par mois qui se construit en Belgique. Donc c'est vraiment la démonstration que notre secteur, effectivement, aujourd'hui, il se déploie largement, que les professionnels de santé, en fait, ne veulent plus travailler des 80 heures par semaine comme par le passé, tout seuls dans leur cabinet. La pandémie a quand même démontré à quel point l'intelligence collective... Aussi, ça permet aux jeunes de pouvoir... Voilà, l'intelligence collective qui se déploie dans ces centres de santé, en fait, ça assure une certaine solidarité entre les professionnels au niveau des jeunes qui sortent de l'école, etc. Il y a beaucoup de responsabilités, en fait, à la médecine générale. Et donc, être tout seul pour gérer, par exemple, des crises comme la pandémie, c'est plus possible. Donc, on est vraiment un modèle d'avenir, ça, c'est certain. Après, il faut que les politiques suivent, il faut que les moyens financiers suivent aussi, que des choix politiques qui, aujourd'hui, sont parfois un peu inquiétants parce qu'ils ne vont pas d'emblée vers la première ligne de soins, mais plutôt vers le financement d'industries pharmaceutiques et des choses comme ça. Donc, tout ça, c'est des enjeux qui nous inquiètent un peu aujourd'hui. Mais par contre, pour le déploiement de notre secteur, on n'est pas du tout inquiet. On en compte combien aujourd'hui en Wallonie, Fédération Wallonie-Bruxelles, des maisons médicales? Dans notre fédération, on a plus ou moins 70 maisons médicales sur la Wallonie et donc 130, 70, une soixantaine à Bruxelles. Est-ce qu'il y a des coins qui sont encore vraiment oubliés, entre guillemets, où il n'y a vraiment aucun soin de première ligne accessible? C'est sûr que la ruralité vit quand même un phénomène de déserts médicaux, comme on dit. Et après... Comme Pierre l'expliquait tout à l'heure, c'est quand même beaucoup plus facile aujourd'hui de construire un centre de santé intégré et il y a des subventionnements publics de plus en plus importants. Même ici, que ce soit sur Bruxelles ou sur la Wallonie, les deux ministres de la Santé ont décidé d'investir dans l'engagement d'assistants sociaux, par exemple, dans les maisons médicales ou le remboursement des soins psychologiques et des choses comme ça. Donc, effectivement, on encourage les jeunes généralistes qui auraient envie d'aller s'installer à la campagne, en province du Luxembourg, par exemple. Ça se déploie, vraiment. On a de plus en plus de structures dans cette province-là aussi. Mais c'est vrai que il y en a plus dans les grandes villes. Fabienne, Saint-Amand, justement, alors en parlant de développement, de projets, vous êtes chargée de projets et développement, c'est votre titre. Ça veut dire quoi? Que les maisons médicales doivent effectivement envisager l'avenir de manière plus précise qu'avant? Je pense, on vient de parler des enjeux, donc ils sont importants. Et la fédération donc, consacre quand même pas mal de ses ressources dans l'accompagnement des projets, des jeunes projets. Et on le fait, ça se fait déjà depuis plus d'une dizaine
dizaine d'années. Et chaque année, je dirais en permanence, on a entre 15 et 20 projets accompagnés. Tous n'aboutissent pas. La construction d'une maison médicale prend, je dirais, minimum 1 an et parfois peut durer 4-5 ans, voire plus. Et c'est un processus important parce que c'est vraiment les bases, les fondements d'une maison médicale. C'est une garantie aussi pour un fonctionnement à long terme et un fonctionnement sain pour la population. Donc c'est un projet qui se réfléchit en équipe ensemble. Quels sont les principaux soucis que vous rencontrez à la constitution d'une maison médicale ? Actuellement, je dirais, c'est vrai que la pénurie de médecins généralistes, parfois même aussi d'infirmières, commence à se faire sentir. Donc on a beaucoup plus difficile qu'il y a 5-6 ans de trouver des infirmières et des médecins. L'initiative venait il y a quelques années directement de médecins et infirmières et maintenant de plus en plus souvent on a des travailleurs sociaux qui ont envie de créer une maison médicale là où ils habitent ou dans un coin qui leur paraît intéressant pour ça. Et donc ce sont des projets qui prennent plus de temps parce qu'il faut trouver. Donc on a des gens plein de bonne volonté. On a parfois aussi des citoyens qui souhaitent implanter une maison médicale là où ils vivent. Mais donc la recherche d'une équipe et il faut aussi trouver des personnes qui ont envie de travailler ensemble. Donc on travaille en multidisciplinarité, voire même pluri ou transdisciplinaire. Et tout le monde n'est pas fait pour un travail d'équipe. Tout le monde n'est pas fait pour le travail d'équipe. Et il y a des avantages. Donc ça, on essaye de bien mettre en évidence aussi les avantages. Et ça correspond aussi davantage au profil des médecins actuels, qui sont quand même de plus en plus de femmes. Des femmes qui ont envie d'avoir une vie de famille. Exactement. Et le modèle maison médicale permet ça. Mais ça n'est pas suffisant, j'ai envie de dire, que pour pouvoir se trouver bien quand on travaille en maison médicale. Donc il faut avoir cette vision de la santé dont Fanny a parlé. Un autre problème aussi auquel on est confronté, c'est les bâtiments. Donc c'est pas toujours évident de trouver un bâtiment suffisamment grand et accessible financièrement. Donc parfois des projets bloquent un peu, doivent patienter avant de trouver parce que parfois le vous bon endroit. Également, vous louez, vous rénovez, vous faites construire. Oui, donc budget, en fait tout existe. Donc il y a des locations. On apprécie beaucoup quand des communes soutiennent des projets et mettent à disposition des locaux avec des loyers accessibles, mais c'est loin d'être le cas le plus souvent. Donc les équipes doivent trouver des locaux. Parfois ils achètent, ça arrive qu'ils achètent pour pérenniser vraiment le projet, mais là il faut le soutien d'organismes financiers. Donc on a des liens avec Triodos et Crédal qui sont des organismes qui correspondent à nos valeurs et qui ont un souci éthique. Éthique et équitable. Tout à fait. Et donc ça nous aide, ça aide pas mal les projets. Et il faut compter en général que 4 à 5 ans pour qu'une maison médicale soit en vrai fonctionnement. Tout à fait en vrai fonctionnement au niveau financier. Tout dépend bien sûr de la situation de départ. Parfois on a des maisons médicales qui se créent avec des médecins qui ont déjà une patientèle. Donc là bien sûr leur développement se fait plus vite qu'une maison médicale qui s'implante avec des tout jeunes médecins qui n'ont pas encore de patients du tout. Est-ce qu'il y a un cahier des charges? Est-ce qu'on se dit, il faut quand même minimum un médecin, une infirmière, un assistant social, ou est-ce qu'on peut dire, en fait on oublie l'assistant social, on oublie l'infirmière, on va plutôt mettre une kiné. Est-ce qu'on fait un petit peu comment on veut? En fait, à ce niveau-là, on suit surtout les décrets. Donc, parce que l'agrément régional, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie, apporte un financement qui est un bon soutien pour ces projets. Et donc, on les guide en tout cas pour répondre à ces critères. Et donc, en général, il faut minimum 2 médecins généralistes. Alors, infirmier et ou kiné. Nous, on espère qu'il y ait les deux, mais ce n'est pas toujours le cas. Et alors, l'accueil, donc la fonction d'accueil est une fonction très importante dans nos maisons médicales. Et on ne parle jamais de secrétaire, etc. On parle vraiment d'accueil. Oui, tout à fait. Pour nous, elles ont vraiment une fonction soignante. Et donc ça, c'est une fonction qui doit être aussi assurée dès le départ. Et là, c'est parfois assuré par certains soignants au tout début, qui n'ont pas encore trop de boulot. Mais très vite, je dirais dans la première année, ils ont vraiment une personne qui assure cette fonction. Est-ce qu'on ne manque jamais de patients, j'ai envie de dire? Une fois que la maison médicale est créée, qu'elle est en fonctionnement à son 100%,
On manque jamais de patients, en fait. Vous sentez que la demande est là? Oui, il y a une demande, ça c'est sûr. Et quand une maison médicale s'ouvre dans une commune où il n'y a pas encore de maison médicale, les inscriptions vont très très vite. On a vécu le cas l'année passée à Tubize, où une maison médicale a commencé au forfait au mois de septembre. Et pour la fin de l'année, ils avaient 450 patients inscrits, ce qui est tout à fait intéressant par rapport à... et plus que des évolutions, si une maison médicale ouvre à Bruxelles, par exemple, où il y a déjà pas mal de maisons médicales. Mais une des difficultés auxquelles on est confronté aussi, c'est la difficulté liée à la publicité. Donc, notre secteur, on ne peut pas faire de publicité. Donc, il faut aussi que les maisons médicales... Informer sans faire de publicité. Et donc là, il y a une dimension intéressante dans les maisons médicales, c'est qu'elles sont insérées dans leur quartier, elles sont insérées dans leur village ou dans la localité où elles sont installées. Et donc, elles travaillent beaucoup en réseau. Donc ça, c'est important. On travaille avec tous les autres partenaires de la localité qui interviennent au niveau de la première ligne. Et là, ça nous permet de nous faire connaître. Et le réseau nous envoie beaucoup de patients. Les CPAS sont un partenaire premier des maisons médicales. L'info. Et vous parlez de 450 inscrits, par exemple, à Tubize, la première année. Est-ce qu'il y a un quota maximum? Est-ce qu'à un moment donné, les maisons médicales, désolé, on est trop là? Alors pour les maisons médicales, vous soigner. Dans les maisons médicales au forfait, on va augmenter. Qu'est-ce que vous appelez au forfait pour nos auditeurs? Donc, le forfait, c'est une convention qui est passée entre le patient, la maison médicale et l'INAMI via les organismes assureurs, donc les mutuelles. Et donc, quand un patient vient s'inscrire, souhaite venir consulter dans une maison médicale, on lui explique bien entendu tout ce fonctionnement-là, et il va signer une convention dans laquelle il s'engage à venir dans la maison médicale pour les soins médicaux, kinés et infirmiers, si en tout cas les 3 prestataires dans la maison médicale. Mais ça veut dire aussi donc que la maison médicale doit pouvoir fournir à ses patients des soins gratuits qui sont, on dit gratuits, mais en fait, ils sont financés par l'organisme assureur. Donc l'organisme assureur... Remboursé par la mutuelle. La mutuelle. Si vous voulez, on n'est plus sur un système de remboursement, on est sur un système vraiment de paiement du forfait par patient à la maison médicale. Et cette manière de financer les soins permet notamment le développement de la prévention, de la promotion de la santé, permet une vision globale et de la santé communautaire. Du patient, de son dossier, et en de tout donner, cas. Que le dossier ne soit pas partagé entre le médecin parisien qui n'est pas là. Oui, okay. Tout à fait, tout à fait. Et donc, il y a vraiment, quand Fanny parlait tantôt de la continuité, donc c'est vraiment ce système forfaitaire permet vraiment cette prise en charge et dans la continuité globale et qui augmente la qualité. Et pour répondre à la question précédente, donc je suppose qu'il y a des maisons médicales avec beaucoup trop de forfaits ou en tout cas qui arrivent au maximum de capacité. Mais c'est-à-dire que de toute façon... Tout le monde. On est limité, c'est ça, par le nombre, par le nombre de travailleurs et par parfois les locaux. À un moment donné, il y a beaucoup de maisons médicales qui font des travaux, déménagent, rachètent des plus grands locaux, font des agrandissements, mais à un moment donné, voilà, il y a une limite. Je dirais le nombre de patients au forfait dans nos maisons médicales les plus gros, à la fédération, je pense que c'est dans les 4000 patients. En Flandre, on peut arriver jusqu'à 6000. Risma. Mais ce sont des maxima. Et la moyenne est autour de 2003 par structure. Ça peut paraître peu. Historiquement, un médecin hollandais soignait 2300 personnes. Actuellement, c'est hors de question, même aux Pays-Bas, ils sont tous sur les genoux. Mais... Parce que, paperasserie beaucoup plus qu'avant Non, parce que les patients sont plus complexes, parce que on demande plus, beaucoup plus à la médecine générale qu'on demandait historiquement. On faisait surtout de la médecine aiguë. La médecine historique, la médecine générale, c'est la médecine aiguë. C'est-à-dire qu'on avait très mal quelque part, on soignait ce mal-là. Voilà, c'est ça. Et puis on repartait. Oui, et on était guéri, relativement vite. Oui. Tandis qu'actuellement, c'est beaucoup les pathologies chroniques. D'ailleurs, Van den Broek en parle dans son document, dont on aura peut-être l'occasion de parler, ou vous aurez l'occasion de parler plus tard. Tout ce qui est une transformation épidémiologique. On appelle ça la transition épidémiologique. Donc, on passe de soins aigus vers des soins chroniques. Et ça mobilise beaucoup plus de temps, évidemment, à la fois lors de la consultation, mais également en répétition.
Comme le disait Fanny, effectivement, les crises sociales qui nous attendent, les pandémies qui se multiplient, le mal-être des gens aussi, tout ça ne va pas améliorer les choses, Fanny. C'est à ça aussi qu'on pense quand on gère une fédération des maisons médicales. C'est demain, l'avenir. J'imagine que la pandémie vous a tous les trois fait réfléchir et plus vite que vous ne l'auriez voulu peut-être. Oui, tout à fait. Ce qu'il y a, c'est que suite au Covid, aujourd'hui, on vit une crise sociale sans précédent et c'est clair que l'accroissement des inégalités sociales influence les enjeux liés aux maladies chroniques comme le diabète, l'obésité, aujourd'hui même les questions de cancer, etc. C'est sûr que dans les maisons médicales, on traverse ça. Je dirais qu'il y a aussi l'enjeu aujourd'hui de la souffrance au travail qui est de plus en plus prédominant et on le voit. Ici, j'étais justement en ruralité à Bellaneuve dernièrement, des médecins m'expliquaient, on a l'impression de devoir devenir, en tout cas pour un tiers de notre patientèle, de devoir devenir des psychologues, parce qu'en fait, on accueille des gens dans notre cabinet qui font que pleurer, parce qu'ils sont dans un mal-être au travail. Je pense que l'enjeu climatique aussi, ça a une influence sur notre santé, l'air qu'on respire. On le voit aujourd'hui, il y a des gens, lors des canicules, etc., la mortalité augmente, donc c'est des enjeux de santé publique super importants, et c'est vrai que le médecin est du coup de plus en plus concerné par ces enjeux plus globaux. Donc ça, c'est sûr que en maison médicale, du fait qu'on a conscience de ces déterminants non médicaux, on a quand même un peu l'impression de plus en plus de porter sur nos épaules toutes ces crises plus globales, mais c'est la raison pour laquelle on essaye vraiment de travailler aussi à l'échelle de la fédération médicale de concert avec les mutualités, les syndicats, d'autres organismes. Est-ce que vous vous sentez soutenu dans les maisons médicales par les politiques diverses? Vous parlez de Van Den Broek tout à l'heure, Pierre. Est-ce que l'avenir... Est-ce que les politiques prennent conscience, enfin, les citoyens aussi? Est-ce que les mots solidarité ressortent beaucoup plus depuis la pandémie qu'avant? Ça dépend. Aujourd'hui, l'effet concret de la pandémie, c'est quand même... on l'a vu hier lors de la manifestation, 80 000 personnes dans la rue... pour des questions juste de pouvoir d'achat, c'est quand même la démonstration que toute une série de citoyens, aujourd'hui, ne savent plus vivre dignement, correctement, parce que je pense que la plupart des citoyens, c'est juste ce qu'ils demandent. Ils ne demandent pas à s'enrichir. Voilà, ça, c'est notre philosophie en maison médicale. C'est sûr qu'au plus on développe le commun et la solidarité, et au plus l'ensemble des citoyens pourront vivre dignement, au moins on aura de crises sanitaires, climatiques, politiques aussi, parce que ça nous inquiète aussi, l'accroissement de l'extrême droite, etc., les enjeux de démocratie. On parlait tout à l'heure des difficultés des équipes à travailler en autogestion. Mine de rien, en maison médicale, c'est ça aussi qu'on stimule. Le fait de pouvoir vivre en collectif à une échelle plus micro, ça influence de façon plus macro la société aussi, dans sa cohésion sociale, etc. Donc voilà, ça c'est sûr que c'est des enjeux qui nous traversent, des crises qui évidemment nous inquiètent et des enjeux de santé publique qui nous inquiètent, mais on est intimement persuadé qu'au plus notre modèle plus micro gagne en effet macro, je dirais, donc en influence sur les politiques publiques, sur d'autres secteurs aussi, parce que le déploiement des communs en fait locaux comme ça, comme en maison médicale, on pourrait le retrouver dans le domaine de la justice, on pourrait le retrouver dans le domaine de l'alimentation, et d'ailleurs il y a de plus en plus de citoyens comme ça qui faire solidarité, qui font solidarité au niveau local, et on espère que nos responsables politiques pourront entendre ce son de cloche-là pour faire évoluer leur politique publique, plus structurelle, aussi dans ce sens-là, parce que je pense que l'avenir de l'humanité en dépend, l'avenir de la planète aussi. Il reste environ 1 minute 30, un petit mot de la fin pour chacun. Et Pierre Drilsma, est-ce que ça doit aussi passer par la formation des jeunes médecins, des jeunes infirmiers, infirmières, du corps soignant? Est-ce que là aussi, il n'y a quand même pas un travail à faire? Oui, il y a énormément de travail. Et d'ailleurs, j'étais très heureux d'entendre au congrès BIVE, qui s'occupe beaucoup du développement de la première ligne en Belgique francophone, qu'on allait essayer d'étendre la réflexion philosophique dans les cours de médecine. Et je pense que c'est capital.
l'hôpital. Parce que nous sommes confrontés à des patients qui ont des souffrances, qui ont des deuils, et la question philosophique doit tout le temps être abordée. Et sans cela, souvent, on n'a pas de réponse. Alors que la réponse sera plutôt philosophique. Voilà, j'en ai Dans l'humanité, Fabienne, c'est un peu ça que vous disiez aussi, hein, la recherche du médecin, de l'infirmière, de l'assistant social de première ligne pour pouvoir... Plus vous aurez de travail, mieux ce sera pour vous. Ah oui, c'est sûr. Et donc, moi, j'aimerais vraiment bien que tous les soignants actuels et futurs connaissent mieux les maisons médicales et puissent se rendre compte de la qualité des soins qu'on peut y donner. Et je pense que ce n'est pas encore un système suffisamment connu. Donc, qui est accessible à tous, il faut le rappeler. Tout à fait. C'est le mot. Tout à fait. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été là pour nous conter ces maisons médicales qui ont un bel avenir, évidemment, et sur lesquelles il va falloir compter, on l'espère, de plus en plus. Merci à tous ceux qui ont choisi de nous écouter ce soir, d'avoir été là. On vous souhaite une belle soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre... Non, pas du tout, pas la semaine prochaine, parce qu'on doit vous souhaiter bonnes vacances. J'ai envie de travailler, moi. Non, on se retrouve plutôt fin août, début septembre. Bel été à tous. Merci à vous, à bientôt. Merci.